Merci, Dom, pour cette belle présentation. Bon webinaire, merci à tous d'être là. C'est mon premier webinaire, donc ma première conférence depuis le début de la pandémie, en fait. Et puis, je vais venir vous parler des métaux de terre rares dans l'eau du fleuve Saint-Laurent, ce qui constitue un peu mon premier chapitre de doctorat. Puis pour ceux dans mon titre qui ont reconnu la référence à Amélie Poulain, au fabuleux destin d'Amélie Poulain, bien, soyez à l'affût. Pendant ma présentation, ça risque de revenir. Donc, c'est ça. Moi, je commence ma deuxième année au doctorat. Je suis supervisée par Marc Amiot, comme Dominique l'a dit, qui est celui qui m'a convaincu comme quoi que les terres rares étaient très cool à étudier. Puis, je suis aussi supervisée par Jean-François Lapierre, qui est un laboratoire en biogéochimie aquatique, qui est aussi à l'UDM. Puis, c'est plus lui qui a apporté l'idée comme quoi que le fleuve Saint-Laurent, ça pourrait être un site d'études vraiment intéressant à incorporer au projet. Donc, vraiment, la fusion des deux, ça a amené un projet comme le mien sur les métaux de terre rares dans le fleuve Saint-Laurent. Puis, puisque je connais pas beaucoup d'entre vous, je sais que Dominique a un peu parlé de mon parcours, mais pour être sympathique, je vais glisser quelques diapositives sur mon parcours. Dans le fond, moi, j'ai commencé mon baccalauréat à l'UDM, puis je pensais que la recherche, c'était vraiment ennuyant. Puis j'ai eu un cours de chimie de l'environnement justement avec Kevin Wilkinson. Puis c'est ça qui qui a capté mon intérêt pour la contamination de l'environnement. Donc, j'ai décidé d'aller faire un stage dans mon département avec Marc. Puis, faut croire que j'étais pas si mauvaise parce il m'a gardé pour l'été. Puis aussi, j'ai partagé mon temps entre le laboratoire de Marc cet été-là et de Jean-François. C'est là que j'ai eu ma première expérience sur le fleuve Saint-Laurent. Puis j'ai encore plus trippé sur les contaminations de l'environnement, oui, mais dans le milieu aquatique. Donc, suite à ça, avec tout ce que j'avais récolté comme échantillon cet été-là, ben, j'ai fait un programme honorifique, donc un programme de recherche à ma troisième année de bac. Puis, j'ai terminé mon bac et j'ai décidé de faire une maîtrise, donc toujours avec Marc et JF. C'était un combo qui était gagnant pour moi. Puis là, j'étais rendue à faire ma troisième année de terrain. Puis j'avais tellement de matériel, puis c'était du matériel auquel j'étais attachée. Donc, j'avais aussi une curiosité de savoir qu'est-ce qui allait devenir de tout mes échantillons d'eau, mes échantillons d'invertébrés, de sédiments, puis de poissons. Donc, j'ai décidé de passer au doctorat. Puis justement, j'ai été admise l'année dernière en début de pandémie. Je me doutais pas qu'un an plus tard, je serais toujours à la maison. Mais donc, voilà d'où je viens. Et puis, qui sont les terres rares? Si vous ne saviez pas qui sont les terres rares aujourd'hui, je vous promets que vous allez vous en rappeler par la suite. C'est un groupe de métaux, donc de 17 métaux qui comprend le scandium et l'yttrium, mais aussi toutes les lanthanides. Donc, c'est vraiment la petite ligne là, que j'ai mis en orange qui est en dessous du tableau périodique, puis qu'on ne regarde pas vraiment jusqu'à temps qu'on fasse un projet de recherche là-dessus comme moi. Et puis, c'est des métaux qui sont trivalents, donc 3+, mais qui font partie de la classe de métaux de classe B. Donc, ce qui veut dire qu'à faible concentration, sont pas toxiques, pas vraiment. Puis, à plus grande concentration, ils peuvent être toxiques pour les organismes, par exemple. Puis, de la façon que je vais en parler souvent dans ma présentation, je vais parler des terres rares comme d'un tout. Donc, souvent dans la littérature, ce qu'on fait, c'est qu'on va sommer les terres rares ensemble. Puis, quand je parle de concentration de terres rares, ça va être un groupe de tous ceux-là rassemblés. Puis, dernière chose, avant de passer à la prochaine diapositive, donc, les terres rares, on les classe souvent en terres rares légères et terres rares lourdes. Majoritairement, ce qui va changer entre les deux, c'est que les terres rares légères vont être beaucoup plus abondantes dans la croûte terrestre que les terres rares lourdes. Puis aussi du fait que du lantane vers le lutécium, donc de la gauche vers la droite, le rayon ionique, il décroît. Ce qui fait en sorte que les terres rares lourdes vont former des liens beaucoup plus forts avec les ligands, donc on va les retrouver plus en solution. Puis les terres rares légères, en orange pâle, ça va être plus dans la phase particulière. Mais généralement, on va les retrouver beaucoup dans la phase particulière, le total. Et où on les retrouve? Bien, on les retrouve naturellement dans la croûte terrestre, sont plutôt dispersés dans la croûte terrestre. On ne va pas les extraire comme qu'on extrait une pépite d'or, donc ça va être vraiment plus difficile, plus laborieux. Ça va nécessiter beaucoup d'eau, beaucoup d'acide, des processus de raffinage pour les extraire et les isoler, qui fait en sorte que l'extraction est pas souvent rentable, puis aussi très néfaste d'un point de vue environnemental. Puis, une petite mention pour dire que les terres rares sont pas si rares que ça non plus. On les retrouve en concentration
similaires à ce qu'on retrouve le cuivre et le zinc dans la croûte terrestre, puis on va les retrouver normalement associés avec des minéraux comme qui contiennent du phosphate et des carbonates. Puis, on les utilise vraiment partout, sont omniprésents dans nos vies, ce qui fait en sorte qu'ils sont utilisés dans beaucoup de domaines, dont la défense nationale, donc dans les armements, mais également au niveau des technologies médicales comme les scans, également dans les écrans de télévision et d'ordinateur, puis dans les équipements électroniques. Là, on est en pandémie, vous avez peut-être déboursé un petit peu plus pour un deuxième écran, un casque d'écoute ou un iPad, ça rentre là-dedans. Puis sinon, on en entend beaucoup parler parce qu'ils ont quand même un rôle assez important dans la transition énergétique parce qu'on les utilise dans la conception des éoliennes et des voitures électriques. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont un peu partout autour de nous, tellement qu'on en est même rendu accro. Puis la demande pour ce métaux-là, elle est prévue d'être exponentielle, mais encore plus exponentielle avec l'électrification des transports et les énergies éoliennes, donc la transition énergétique. Et puis, pendant des années, c'était vraiment la Chine qui a fourni les métaux de terre rares à tout le reste du monde. Donc, avec sa main-d'œuvre qui était pas chère et les gisements qui étaient très riches en terres rares, elle a pu fournir à faible coût des terres rares au reste du monde, tout en prenant sur elle cette dette environnementale-là. Mais bon, à un certain point, elle avait le monopole, puis ça créait certains conflits géopolitiques, si bien que maintenant, plusieurs pays se sont joints à la course pour extraire les métaux de terre rares. Donc, comme on peut voir sur le graphique en haut à droite, donc la production de terres rares versus les années, bien, dans les dernières années, à partir de 2017, on voit que la ligne orange et le reste des autres pays là, se sont vraiment inclus dans la course pour extraire beaucoup de métaux de terre rares. Et puis, le Canada, nous, on se situe où? On est un peu en queue de peloton. Donc, on veut avoir des gisements de terres rares exploitables ici sur notre territoire, mais on se heurte à plusieurs problèmes. Donc, oui, on a des gisements qui pourraient être profitables ici, mais comme je vous ai dit, c'est rare que c'est très rentable. Puis, il faut parallèlement développer une industrie du raffinage pour vraiment les isoler puis les utiliser par la suite. Puis, ben, on fait face aussi aux problèmes environnementaux que ça produit. Donc, on se pense aussi sur une question, est-ce qu'on pourrait avoir des mines qui sont un petit peu plus responsables d'un point de vue environnemental? Puis aussi, au Canada, on se pose la question, est-ce qu'on pourrait juste recycler les métaux de terre rares qu'on utilise déjà dans nos technologies? C'est quelque chose qui est exploré en ce moment, mais ce qui se fait pas. Donc, c'est peu rentable, c'est très difficile à extraire, donc à recycler, mais c'est quelque chose qui s'en vient. Et tout ça fait en sorte que les terres rares sont vraiment très intéressantes à étudier, comme dans un projet de recherche. Donc, comme j'ai dit, on en est dépendant, on les utilise partout. L'extraction minière, elle est imminente et elle va arriver. Puis, on n'a pas de processus de recyclage pour l'instant. Ce qui fait en sorte que les sources vers les environnements naturels, dont les environnements aquatiques, vont augmenter. Puis, c'est déjà quelque chose qui arrive, notamment via les eaux usées ou les eaux industrielles, les dépositions industrielles, mais ça peut être aussi via le lessivage, que ce soit des dépotoirs qui contiennent beaucoup de déchets électroniques ou même des régions agricoles. Et il y a vraiment un besoin aussi dans la littérature de mieux comprendre leur biogéochimie aquatique. Puis c'est ici que va s'insérer mon projet dans le fleuve Saint-Laurent. Et donc, c'est aussi ici que Jean-François arrive dans le projet et il propose le fleuve Saint-Laurent comme un système d'études vraiment intéressant à étudier, tout en ayant dans l'esprit derrière la tête que ses collègues de l'UQTR, donc François et Gilbert, venaient d'avoir du financement en 2017 pour partir une mission sur le Lamsilis, donc le navire de recherche de l'UQTR, dans laquelle moi, je me suis joint en 2017, puis j'ai continué les missions qui ont suivi. Et oui, Jean-François il nous disait le fleuve Saint-Laurent, c'est très intéressant à étudier, oui, mais c'est aussi très complexe. Et pour toutes ces raisons. Donc, d'abord, la géologie. Donc, le fleuve Saint-Laurent, il coule sur 3 formations géologiques qui sont différentes. Donc, il y a aussi des abondances en métaux et en terres rares qui sont différentes. Par exemple, ici, dans notre cas, ben, le bouclier canadien serait supposé être celui qui a une abondance de terres rares plus importante que les autres formations géologiques. Puis ça, on se fie ici à la carte de ressources naturelles Canada. Donc, les étoiles bleues ici, c'était les projets d'exploration de mines de terres rares au Canada. Puis au Québec, on voit qu'ils se situent aussi beaucoup plus au niveau du bouclier canadien que de la région des Appalaches, par exemple. Et une autre particularité du fleuve qui fait que c'est très intéressant, mais tout aussi complexe, c'est son hydrologie. Donc, le fleuve, c'est principalement 2 grandes masses d'eau qui sont très différentes, qui vont couler l'un à côté de l'autre sans trop se mélanger. Donc, d'abord, on a une masse d'eau verte qui provient des Grands Lacs.
Donc, c'est une masse d'eau qui a passé des années et des années dans les Grands Lacs. C'est un peu un grand filtre. Toutes les matières en suspension, les particules, ont soit précipitées et ont été dégradées. Donc, ce qui fait que quand cette eau-là, elle arrive dans le fleuve, elle est très claire, puis elle a une couleur qui est bleu-vert. Alors qu'à l'opposé, on a la rivière des Outaouais qui apporte des eaux qui sont très brunes, qui s'insèrent avec un débit assez important au niveau de l'île de Montréal. Puis ça, à comparer à l'eau des Grands Lacs, il y a une temps de résidence de l'eau qui est très, très faible. Donc, tout le carbone, toutes les matières terrestres qu'on y retrouve sont très peu dégradées, puis ça donne la couleur brune de l'eau. Donc, une fois qu'ils arrivent dans le fleuve Saint-Laurent, ces masses d'eau-là, ils se mélangent à peine, puis ils coulent parallèlement. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, bien évidemment, le fleuve est soumis à plusieurs pressions humaines. Donc, on a les eaux usées. Plusieurs municipalités au Québec vont rejeter leurs eaux usées pas traitées ou peu traitées dans les cours d'eau qui mènent au fleuve. Puis, on a aussi beaucoup d'industries, puis entre autres des industries qui sont situées directement sur les berges du fleuve Saint-Laurent. Donc, ça peut avoir un impact au niveau des rejets d'eau industriels, mais aussi des dépositions atmosphériques. Puis finalement, on connaît le fleuve Saint-Laurent pour ses terres fertiles. Donc, dans les basses terres de Saint-Laurent, il y a beaucoup d'agriculture. Puis ça aussi, ça peut être une pression importante pour le fleuve. Donc, moi, mon projet de recherche, on s'est posé plusieurs questions par rapport à tous ces éléments-là. D'abord, c'est quoi les concentrations de terres rares dans le fleuve avant même qu'il y ait des projets miniers dans son bassin versant? Puis, est-ce que ça varie spatialement et temporellement? Ensuite, ça va être quoi les facteurs qui vont réguler cette concentration-là de terres rares dans le fleuve, ou plutôt, c'est quoi les variables qui vont nous aider à prédire leur abondance dans le système? Et ma troisième question que je vais explorer pendant cette présentation, ça va être est-ce qu'on peut différencier les sources de terres rares qui sont des sources naturelles versus ceux qui sont issus des activités humaines? Et puis, pour mes prochains chapitres, mais que je ne vais pas vous parler aujourd'hui, je vais chercher à comprendre, ils s'en vont où une fois qu'ils sont dans le fleuve Saint-Laurent? Est-ce qu'ils sédimentent en quantité importante dans les sédiments ou est-ce qu'ils s'en vont vers les organismes, les invertébrés ou les poissons? Donc, c'est la prochaine étape de mon projet de recherche. Et donc, c'est ici que je me retrouve. Depuis 2017, ça fait 4 campagnes d'échantillonnage qu'on a effectuées avec le LAMSILIS sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, on a couvert un gradient d'environ 700 km de l'exutoire du lac Ontario, près de Kingston, jusqu'à l'estuaire à Cacouna. Pendant ces 4 années-là, il y a un tronçon qui a été répété entre chaque année pour permettre une comparaison. C'est le tronçon entre le lac Saint-Louis et Trois-Rivières. Puis pour ma part, dans cette présentation-là, je vais exclure l'estuaire parce qu'il y a d'autres choses qui se passent au niveau des terres rares dans l'estuaire. Puis je vais juste vous parler de la section des eaux douces. Et donc, voici le design de notre échantillonnage. C'est un design qui est fait en transect entre la rive nord et la rive sud du fleuve. Principalement, ça nous aide à capter l'influence des différentes masses d'eau. Mais il faut aussi savoir que ces masses d'eau-là, dans le fleuve, ils bougent, sont dynamiques. Donc, ça ne veut pas dire qu'à une telle coordonnée géographique, j'ai pris un échantillon qui était dans la masse d'eau verte une année, bien l'autre année, elle va toujours être dans la masse d'eau verte. Donc ça varie, puis ça rend l'échantillonnage un petit peu plus complexe. Puis ici, j'ai échantillonné l'eau filtrée et l'eau non filtrée. L'eau filtrée, pour nous, c'était filtré à 0,45, donc ça comprend une certaine quantité de colloïdes. Puis on l'a échantillonné avec une bouteille que vous voyez ici, une bouteille kéméraire, donc c'est une bouteille entièrement en téflon pour éviter qu'il y ait des contaminations dues à des éléments qui sont métalliques. Puis aussi, pour éviter encore les contaminations, parce qu'on est quand même sur un bateau qui est fait entièrement de métaux, bien, on la trempait entre chaque site dans l'acide chlorhydrique 10 % puis dans l'eau ultra pure Millicue. Et à cela, on ajoute aussi une vingtaine de tributaires qu'on a échantillonnés en 2017 et en 2018, donc à l'embouchure justement du fleuve. Puis ce qu'on peut voir, c'est des photos de nous le soir à l'hôtel, moi qui filtre, qui acidifie mes échantillons d'eau et le reste de l'équipe qui filtre leur échantillon d'eau. Donc c'est un beau souvenir d'échantillonnage, mais c'était aussi une raison pour laquelle que le livreur de pizza, à ce moment-là, il nous trouvait un petit peu louche dans notre chambre d'hôtel. Et puis donc, rendu en laboratoire, moi, j'ai mesuré les concentrations de terres rares et de d'autres métaux conventionnels avec un ICP-MS triple quad. Donc, ça nous permet vraiment de mesurer des concentrations qui sont très, très faibles. Puis, j'ai eu l'aide de notre analyste en ICP-MS, Maria. Donc, ça, c'est assez considérable. Puis, dans le laboratoire de Jean-François, il y avait aussi Philippe qui faisait partie de la mission LAMSILIS avec moi, qui, lui, analysait les concentrations
de DOC, donc vraiment les quantités de carbone. D'ailleurs, son mémoire sur son projet sur le fleuve Saint-Laurent va être bientôt disponible. Puis sinon, on a aussi le laboratoire de François Guillemette à l'UQTR et son étudiante Lizzie, qui elle aussi était sur le LAMSIS avec nous, qui ont mesuré la fluorescence de la matière organique dissoute. Donc, Philippe, lui, c'était plus la quantité de carbone et François et Lizzie, c'était plus la qualité du carbone, donc l'origine. Puis c'est un peu les résultats qu'on peut voir à droite, puis je vais en parler un petit peu plus à la prochaine diapositive, justement, pour qu'on parte tous sur les mêmes bases, puis que vous compreniez d'où je sors ces données-là de qualité du carbone. Donc, vraiment, la qualité du carbone, ça nous aide à savoir le carbone qu'on retrouve dans notre échantillon d'eau, il provient d'où? Est-ce qu'il provient de la dégradation des matières végétales et animales du bassin versant qui se ramassent dans les rivières? Ou bien c'est un carbone qui a été produit directement dans le système par la photosynthèse, par la production primaire des algues photosynthétiques. Donc ça, c'est quand même deux carbones qui ont une origine différente. Donc, ça nous rajoute une couche d'information. Puis, pour le déterminer, nous, on se fie aux propriétés optiques du carbone. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est on va exciter les molécules de carbone avec une certaine longueur d'onde dans les rayons UV, puis elle va émettre une autre longueur d'onde dans la fluorescence. Puis ce couple-là d'excitation et d'émission de longueur d'onde, ça va nous donner une information sur son origine. Puis c'est un peu ce qu'on peut voir dans les graphiques de droite. Donc, on peut voir où les zones sont très jaunes. Par exemple, c'est un pic de fluorescence. Puis, on peut voir que pour les 5 composantes de carbone que nous, on a trouvées dans le fleuve Saint-Laurent, mais sont différentes chacune d'entre elles. Sauf qu'on peut aussi les regrouper selon un pôle fonctionnel. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'ici, on a trouvé que le carbone qu'on appelle C1, C2 et C3, il y avait une origine humique, une origine plus des matières terrestres, alors que notre carbone C4 et C5, c'était plus un type de carbone qui était protéinique, donc qui avait été produit dans le système par la photosynthèse. Et moi, je vais utiliser un peu pour comprendre l'origine des terres rares dans le système du fleuve Saint-Laurent. Et puis ici, c'est juste pour vous montrer comment j'ai attribué à chaque site la bonne masse d'eau, parce que je dis que c'était très dynamique dans le fleuve Saint-Laurent, les masses d'eau. Et j'ai utilisé une analyse de regroupement Key-mean. Donc, chaque site, j'ai pris les variables de conductivité, de pH, de carbone et de calcium. C'est généralement des variables qui sont très contrastées entre la masse d'eau verte et la masse d'eau brune. Puis, dans mon analyse, je les ai regroupées en deux sites. Donc, tous les sites qui avaient une autre conductivité, un pH plus élevé, moins de carbone organique dissous, mais un peu plus de calcium et d'autres cations majeures comme ça, c'était des sites de la masse d'eau verte. Et versus l'inverse, c'était les sites de la masse d'eau brune. Puis on peut voir que d'année en année, ça change quand même. J'ai pas toujours le même nombre de sites qui sont dans les mêmes masses d'eau. Et donc, pour commencer, ma première question, c'est quoi les concentrations de terres rares dans le fleuve Saint-Laurent? Puis, est-ce qu'elles varient spatialement et temporellement? Et oui, elles varient, mais d'abord, les concentrations de terres rares dans le fleuve sont relativement faibles, puis elles vont varier en fonction de la masse d'eau, donc de l'origine de l'eau, puis en fonction de l'année d'échantillonnage. Ici, ce qu'on peut voir, c'est les concentrations de terres rares donc sous une forme sommée, donc toutes les terres rares ensemble en fonction des masses d'eau. Puis pour les masses d'eau, c'est un peu comme si on avait une vue aérienne du fleuve. Donc, on part des tributaires du nord, puis on est dans la masse d'eau du fleuve Saint-Laurent, puis on est tributaire du sud. Donc, ça, c'est un peu plus pour vous orienter. Et ce qu'on pouvait remarquer, ce qu'on pouvait observer d'abord, c'est que peu importe l'année d'échantillonnage, c'était toujours la masse d'eau brune, donc la masse d'eau très influencée par la rivière des Outaouais, qui avait beaucoup plus de terres rares que la masse d'eau verte. Donc déjà là, ça nous donnait un indice comme quoi que les terres rares étaient davantage apportées par le bassin versant, par les tributaires. Donc, il y a peut-être plus une origine terrestre. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité interannuelle. Donc ici, chaque boîte, chaque couleur, c'était une année différente d'échantillonnage. Puis on peut voir qu'il y a quand même de la variation. Puis ça, on peut l'attribuer en grande partie à l'intensité des crues printanières. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait une certaine correspondance entre les années qui avaient beaucoup de précipitations au printemps, qui avait une fonte des neiges rapide, qui avait des inondations sur le territoire, et les années qui avaient aussi beaucoup de terres rares apportées dans le système. Puis ce qu'on peut voir ici, c'est que c'était effectivement le cas pour 2017 et 2019. Là, on voit les précipitations totales, ils dépassent largement les moyennes saisonnières, à comparer de, par exemple, 2018, où les précipitations étaient pas mal en dessous des moyennes saisonnières. Donc, ça c'est aussi intéressant parce que c'est une année qui va toujours se différencier des tendances qu'on va remarquer. Donc, plus
plus de précipitations au printemps et des inondations, ça augmente le débit des tributaires des rivières, donc ça augmente leur importance dans le fleuve, mais aussi ça apporte avec eux beaucoup de matière terrestre qui comprend des terres rares. Ensuite, ma deuxième question, est-ce que c'est quoi les facteurs qui vont réguler ces concentrations-là dans le fleuve Saint-Laurent ou qui vont nous aider à prédire leur concentration? Et ici, j'ai effectué, pour commencer, comme point de départ, une analyse en composantes principales. Donc, c'est vraiment un outil de visualisation et de synthèse. C'est comme si je faisais un screenshot de toutes mes variables en même temps, puis que je les représentais dans un espace en 2 dimensions. Puis, c'est une analyse qui tient compte des relations linéaires entre mes variables, comme par exemple ici, quand j'ai une flèche et une variable qui est proche d'une autre, puis qui sont dans la même direction, ça peut vouloir dire que c'est 2 variables qui covarient bien ensemble dans mon système. Puis, dans mon ACP, aussi, les couleurs, qui sont les sites, ça représente les masses d'eau et non les années. Donc, on peut voir, par exemple, ici, la masse d'eau verte, c'est bleu-vert foncé, puis la masse d'eau brune, c'est brun. Et a priori, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment une dichotomie entre mes sites. D'un côté de la première dimension, j'ai la masse d'eau verte, donc tous les sites qui proviennent, qui ont une grande influence des Grands Lacs, là, où on avait une bonne conductivité, un haut pH. Puis de l'autre côté, on a la masse d'eau brune, donc les sites qui étaient très influencés par la rivière des Outaouais, qui semblent aussi être une continuité des tributaires du Nord là, en beige. Et si on regarde un peu plus près ce qui se passe dans cette masse d'eau brune-là, bien, c'est là qu'on voit qu'il y a les concentrations de terres rares, qu'il y a aussi les concentrations de carbone organique dissous, donc de carbone, mais aussi c'est le carbone qui semble être plus terrestre, parce qu'on voit dans ce cadran-là, il y a le carbone C1, C2 et C3 qui étaient nos composantes plus uniques, plus terrestres. Puis aussi, dans cette même région-là, ben, on voit les métaux comme le fer, l'aluminium et le manganèse qui pourraient jouer un rôle aussi dans le destin des terres rares dans le fleuve Saint-Laurent. On avait aussi nos terres rares particulières qui est un petit peu plus haut dans le cadran puis qui semblait être un peu plus superposées sur les tributaires du sud. Donc, ça nous amène à une information supplémentaire. On les retrouve aussi très proches aussi des métaux que je viens de nommer, donc le fer, l'aluminium et le manganèse. Puis aussi, ben, ils sont proches des nutriments. Puis ça, je dois vous avouer qu'au départ, je me suis posé beaucoup de questions parce que j'avais aucune corrélation entre mes nutriments puis les terres rares, mais pourtant, ils étaient très, très, très proches dans cette analyse en composantes principales. Donc, ça m'a fait travailler un petit peu, puis je vais revenir à la fin de ma présentation pour clore cette boucle-là. Et pour réitérer mon message, finalement, ben la masse d'eau verte, elle était très différente de la masse d'eau brune. Puis le carbone qu'on y trouvait, c'était le carbone C4 et C5, donc du carbone qui était produit dans le système. Et c'était pas nécessairement, ça semblait pas être une source de terres rares majeure pour le fleuve. Et puis là, comme point de départ, on avait ça. On a vu quelles relations il pouvait être intéressant d'aller voir en plus grande profondeur. Puis c'est ce qu'on a fait. D'abord, on est allé voir la relation entre les terres rares et le DOC. Puis ça, c'est ce qu'on voit dans mon graphique de gauche. Donc, on a les terres rares dissoutes en fonction du carbone organique dissous. Puis déjà là, on voit qu'il y a une tendance qui est positive. Donc, plus qu'il y a de DOC dans le système, plus qu'il y a de terres rares. Oui, mais attendez, si on se fie vraiment à l'année d'échantillonnage, puis qu'on regarde les couleurs, parce que si les années, c'est des différentes couleurs, puis qu'on regarde en 2018, donc en 2018, c'est les sites qui sont de couleur vert foncé, on voit qu'il n'y avait pas du tout de correspondance entre ces 2 variables-là. Donc là, on s'est posé des questions, mais lorsqu'on considérait, par exemple, la qualité de ce carbone-là, donc là, je vous réfère à mon graphique de droite, quand on considérait la proportion de carbone qui était de type terrestre, de type humique, puis là, on avait une très bonne relation, autant pour 2018 que pour les autres années qu'on avait les données. Donc, ce qui nous fait dire les terres rares puis le DOC, ils ont une très forte corrélation, oui, mais il faut qu'ils proviennent de la même source, donc il y a une influence plus terrestre. D'où l'importance ici de tenir en compte de la qualité du carbone et non juste de sa quantité. Ensuite, on est allé explorer un petit peu plus en profondeur les relations avec les métaux. Puis, on avait des très bonnes correspondances ici. Parfois, mes coefficients de corrélation étaient très près de 1. Ce qu'on retrouve ici, c'est les concentrations de terres rares particulières en fonction de l'aluminium, le fer et le manganèse. C'est très, très bien. Puis également, pour les concentrations de terres rares dissous, c'était similaire, juste un petit peu moins fort. Donc, avec les résultats précédents, ça peut suggérer que les terres rares dans le fleuve Saint-Laurent, ils vont voyager sous une forme
de complexes organiques avec ces métaux-là, donc le fer, l'aluminium et le manganèse. Ensuite, sous quelle forme on va retrouver ces complexes-là? Ça, c'est une autre question que je ne peux pas répondre aujourd'hui dans la présentation, mais que je compte travailler là-dessus prochainement parce que dans le fleuve Saint-Laurent, il y a beaucoup de choses qui varient. Là, je vous ai dit que c'est un système très complexe, puis la forme de ces métaux-là ou de ces complexes-là, ça va dépendre beaucoup aussi du pH, de tous les ligands disponibles, donc de tous les types de ligands. Là, ici, je n'ai pas encore considéré les carbonates, puis ça va dépendre de leur proportion relative. Par exemple, ici, j'ai mis les résultats d'un article de Liu et Hall en 2017, puis eux, ils ont regardé l'absorption des métaux de terre rares dans les eaux souterraines. Puis on voit vraiment, là, si on regarde le graphique d'en haut, la proportion de terres rares qui était liée, par exemple, aux oxydes de fer, bien, elle varie énormément en fonction du pH. Puis c'était quand même une gamme de pH que nous, on retrouve dans le fleuve. Puis en plus, bien, eux, ils ne considéraient pas vraiment les acides humiques ici, puis ça peut être un ligand qui est très important et très dominant dans le système. Donc, il nous reste un peu cette spéciation-là à aller explorer. Mais ça nous donne déjà des bons indices. Puis, avant de clore cette section, je vais vous présenter une relation ici, une régression linéaire entre les terres rares et l'arsenic. Donc, ce qu'on peut voir, c'est plus qu'il semblait avoir de terres rares, moins qu'il y avait d'arsenic. Plus que l'inverse, en fait, désolé. Donc, plus qu'il y avait d'arsenic, moins qu'il y avait de terres rares dans le système. Donc, c'est quand même, pour moi, c'était surprenant. J'avais pas lu les conséquences ou l'effet de l'arsenic sur les terres rares dans les rivières. Ça me disait pas grand-chose. Puis on s'est après, OK, ça pourrait peut-être être dû à deux choses différentes. Donc, on a élaboré deux pistes de réflexion. C'est pas quelque chose que j'ai des réponses claires pour vous aujourd'hui, mais ça nous donne une idée de qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite. Donc, cet effet-là, ça pourrait être un effet indirect de notre système, donc du fleuve Saint-Laurent, étant donné qu'on a deux masses d'eau, une qui est plus chargée en arsenic puis beaucoup moins en terre rare, puis l'autre qui est moins chargée en arsenic mais beaucoup plus en terre rare. Puis lorsqu'elles se rencontrent, c'est juste dans notre graphique, ce qu'on voit, c'est une espèce d'effet de dilution. Donc, ça pourrait être ça. Et sinon, une autre piste de réflexion qu'on explore, c'est l'association des terres rares avec l'arsenic sous forme d'arsenate. Donc, si l'arsenic dans notre système, il serait présent sous forme d'arsenate, donc AS3-, il y aurait une forte affinité ensemble, donc ils pourraient se lier et être moins solubles et précipités. Donc, ça pourrait être ça. Parce que je pense que dans la littérature, j'ai déjà lu que justement l'arsenate, de la même façon que le phosphate, c'est un très bon ligand pour les terres rares, ça pourrait faire cette réaction-là. Mais encore là, on n'a pas des réponses très claires. On va se pencher là-dessus prochainement. Donc, ça nous dit vraiment que les terres rares dans le fleuve Saint-Laurent, encore là, ils proviennent du bassin versant, mais aussi qu'ils sembleraient pas être très bio-accessibles ou disponibles pour les organismes parce que s'ils voyagent sous forme d'un complexe qui est complexe comme ça, ce ne serait pas disponible. Finalement, la troisième question que je vais explorer, et la dernière pendant ma présentation, est-ce qu'on peut différencier les sources de terres rares qui sont anthropiques des sources qui sont naturelles? Et oui, on peut. Et pour le faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va standardiser les concentrations de terres rares selon leur proportion relative dans la croûte terrestre. Et ça se base sur deux principes principalement. D'abord, c'est que les terres rares, ils subissent un effet qu'on appelle Odo-Ahrens. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est juste que les terres rares qui ont un numéro atomique pair, comme par exemple ici le cérium, le néodyme, le samarium, vont être plus abondants dans la croûte terrestre que leurs voisins qui ont un numéro atomique impair. Donc, ce qui nous donne une espèce de patron en escalier qui est assez difficile à interpréter. Puis aussi, comme j'ai dit en introduction, bien, les terres rares légères sont plus abondantes aussi que les terres rares lourdes. Ce qui fait en sorte que si on prend un échantillon d'eau puis qu'on veut voir chaque terre rare, chaque concentration de terre rare dans cet échantillon-là, on va avoir une espèce de patron en escalier descendant. Ce qui nous aide pas vraiment non plus à interpréter les terres rares puis à voir s'il y a une influence humaine, par exemple. Parce que ici, si par exemple, on utilise les terres rares pour un processus industriel X, ça va peut-être toutes les terres rares dans la même proportion. Ça va être une ou deux terres rares ou moins. Donc, on pourrait pas ici distinguer cet ajout-là de terres rares. Puis pour le faire, ce qu'on fait, c'est qu'on divise nos concentrations par leur proportion relative dans la croûte terrestre. Donc là, on se ramasse avec une tendance qui est plane pour toutes les terres rares. Donc, c'est facile à se rappeler. Tendance plane, tendance naturelle.
Et s'il y a une terre rare, par contre, qui dévie de cette tendance plane-là, ça donne une anomalie. Donc, ça peut vouloir dire ici qu'il y a un ajout de terre rare dans le système qui est dû aux activités humaines. Donc, à partir de là, on peut davantage investiguer. Et moi, j'ai utilisé le jeu de données du Post-Archean Australian Shale pour standardiser mes données. Donc, c'est un jeu de données, il y en a plusieurs, mais lui, il est quand même assez bien utilisé dans la littérature. Donc, ça va nous permettre plus tard de faire des comparaisons. Puis, je vous montrais tantôt qu'il y avait une anomalie, un pic qui déviait de la tendance naturelle. On peut le voir, mais on peut aussi le calculer. Puis ça va dépendre de l'abondance relative de ses voisins. Et ce calcul-là, s'il nous donne quelque chose comme autour de 1, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas d'enrichissement par rapport à ses voisins. S'il nous donne quelque chose qui est en haut de 1, là, ça voudrait dire qu'il y a un enrichissement par rapport aux autres terres rares du groupe. Puis, si c'est entre 0 et 1, bien là, il y aurait une perte. Et moi, je vais vous présenter ici des anomalies qu'on a trouvées dans le fleuve Saint-Laurent au niveau du gadolinium. Donc, dans tous nos sites du fleuve Saint-Laurent, on avait une 150aine de sites environ. Puis, sur 4 années, la seule place qu'on avait une anomalie de gadolinium, c'était à l'effluent de Montréal. Puis, c'était une anomalie qu'on voyait à chaque année. Donc, on peut voir là où il y a la flèche bleue, ça, c'est le gadolinium. On peut conclure ou on peut investiguer davantage. Il y aurait un ajout des activités humaines du gadolinium. Puis lorsqu'on la calcule, mais par exemple, en 2020, on a calculé une anomalie qui est de 16, ce qui est beaucoup plus grand que 1, mais ce qui s'insère aussi dans les anomalies qu'on retrouve dans la littérature. Là, par exemple, le fleuve du Rhin, ils ont calculé des anomalies entre 4 et 21. Donc, ça nous donne un bon indice comme quoi qu'il y a un ajout anthropique de gadolinium dans le fleuve. Puis c'est sûr ici, ça dépend beaucoup de notre échantillonnage parce que on n'échantillonne pas direct à l'effluent, on échantillonne un petit peu plus loin. Puis la dynamique de l'effluent qui est relâché dans le fleuve avec la dilution puis le débit, elle est assez complexe. Donc ça veut pas dire qu'on a on a capté la plus grande anomalie, mais ça veut pas dire qu'on a la plus faible non plus. Et ça va aussi dépendre de l'heure d'échantillonnage parce que il y a des heures de pointe aussi pour les eaux usées. Et nous, notre anomalie était reliée à l'utilisation de gadolinium dans les scans médicaux, comme je vous ai parlé en introduction. Donc, on utilise le gadolinium dans un complexe qui est assez stable, puis on l'injecte aux patients qui vont subir cette image-là, donc ce scan-là. Ça aide d'avoir un meilleur contraste sur les photos. Donc, ça, c'est super, sauf qu'ensuite, le patient, quand il a fini son scan, il s'en va le rejeter aux toilettes. Donc, ça passe au travers des systèmes des eaux usées de la Ville de Montréal, puis nous, on peut le mesurer dans le fleuve. Ici, ce qui est positif, c'est que le complexe est assez stable, donc il risque très peu, une fois dans le fleuve, de relâcher l'ion gadolinium 3+, qui serait un petit peu plus néfaste pour les organismes. Ce serait la forme la plus toxique. Puis aussi, il se dilue assez rapidement. Donc, on a vu, ça, c'est la station Repentigny. C'est notre station qui est la plus proche en aval de l'effluent. Puis on voit approximativement aucune anomalie de gadolinium, donc c'est quand même positif. C'est sûr qu'il reste à répondre à certaines questions. Donc, il arrive quoi de ces composés-là? Est-ce qu'ils sédimentent tous dans un même point? Puis là, ils subissent des transformations. Ça, on peut pas y répondre pour l'instant, mais au moins dans l'eau, pour l'instant, c'est pas une menace pour les organismes. Et comme je vous ai montré, ça arrive que les anomalies nous donnent un indice ou nous donnent une réponse comme quoi que, OK, il y a un ajout de terre rare dû à telle activité humaine dans le système, mais ça arrive aussi qu'on ne sait pas trop pourquoi on voit ces anomalies-là, puis ça, c'est le cas ici. Donc, c'est deux petites rivières agricoles quand même. Dans une, on a trouvé une anomalie de gadolinium qui était très élevée, donc équivalent à 45. Et puis, il n'y avait pas d'hôpitaux dans son bassin versant, il ne semblait pas avoir de clinique d'IRM non plus. Donc ça nous laisse certains points d'interrogation, puis il faut investiguer davantage. Puis dans l'autre cas, la rivière Boyer, c'est aussi un petit tributaire agricole. Puis on a vu une anomalie de praséodyme, puis peut-être même une anomalie négative de néodyme. Donc, dans ce cas-là, non plus, on n'est pas capable de dire, OK, c'est dû à telle industrie. Puis, étant donné que les terres rares sont utilisées dans pas mal d'industries, ça rend notre enquête beaucoup plus difficile. Mais il reste effectivement certaines choses à investiguer. Et dernier résultat pour conclure cette section-là et conclure ma présentation. Ici, ce qu'on retrouve, c'est encore les patrons de terres rares standardisés. Puis là, ce qu'on voit, c'est les tributaires de la rive sud en 2018, puis on voit qu'il y a une tendance qui est assez plane. Donc, on peut se dire rapidement, OK, c'est une tendance naturelle, pas de problème ici.
Sauf que moi, je me suis penchée un petit peu parce que je me suis demandé pourquoi il y avait une aussi grande différence de concentration entre la première rivière sur le dessus, qui est la rivière Boyer, puis la dernière rivière, qui est la rivière Chaudière. Il y avait en effet un facteur de 145 entre leurs deux concentrations de terres rares, puis ils se situent sur la même formation géologique. Donc, je me suis dit, est-ce que ça peut juste être dû à l'effet naturel? Puis, sinon, est-ce que ça pourrait être dû plus à l'érosion? Donc, si on a des rivières qui sont très érodées, est-ce que ça pourrait juste lessiver toutes les terres rares en même temps dans une proportion qui est relative à la croûte terrestre dans nos cours d'eau? Puis, idéalement, pour investiguer cette question-là, j'aurais peut-être eu besoin des concentrations de matière en suspension, une caractéristique des particules. J'avais pas ça. Mais ce que j'avais, par exemple, c'est le pourcentage d'agriculture dans le bassin versant de toutes mes rivières. Puis même si l'agriculture, ça représente pas ou c'est pas responsable de toute l'érosion d'un tributaire, c'est quand même un indice. Puis ici, on voyait qu'il y avait une certaine correspondance. Donc, plus qu'il y avait d'agriculture dans le bassin versant des rivières, bien, plus qu'on avait de terres rares. Puis, en plus de ça, ben, on les retrouvait un peu dans le même ordre. Donc, tous les tributaires qu'on trouvait qu'il y avait plus de terres rares, c'était aussi ceux qui avaient plus d'agriculture. C'est sûr, ici, la relation n'était pas significative, donc ça ne nous permet pas de conclure hors de tout doute, mais ça nous donne quand même un très bon indice. Surtout quand moi, je pense à l'échantillonnage qu'on a fait dans ce tributaire-là, là, je me rappelle très bien. À gauche, c'est la rivière Boyer. Vous pouvez voir la couleur de la rivière. En vrai, c'était gris, c'était tellement opaque. Puis, si on regarde à plus grande échelle à quoi ressemble la rivière, j'ai mis une image en haut. C'est composé de plusieurs méandres. Puis ça, c'est un symptôme de l'érosion. Et une autre photo, c'est mes échantillons filtrés et non filtrés. Puis on peut voir que non filtré, il y a tellement de particules qu'on ne voit même pas au travers de la bouteille, ce qui arrive rarement quand on échantillonne des si petites quantités d'eau. Puis à côté, c'est la rivière Yamaska. En haut, c'est une photo que j'ai prise avec mon cellulaire. Là, je sais qu'elle n'est pas fantastique, mais ce que je voulais que vous regardiez, c'est l'autre côté de la rivière, donc sur la berge. Ce qu'on voit, c'est un champ agricole. Ce champ agricole-là, il termine là où commençait la rivière. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une bonne influence de l'agriculture, puis parfois, c'est directement sur ces berges. Puis la photo d'en bas, c'est une photo de drone, à quel point on peut voir qu'encore une fois, l'agriculture, elle domine le paysage de la rivière Yamaska. Donc, plus d'agriculture, ça signifiait pour moi plus d'érosion. Donc, ça a augmenté la charge particulière dans les tributaires et donc, ça l'amenait aussi beaucoup plus de terres rares proportionnellement dans le système. Puis, ça m'a rappelé aussi mon résultat de la CP du départ que je vous ai parlé. Là. Les terres rares étaient très proches des nutriments, mais il n'y avait aucune vraiment de corrélation évidente entre les deux. Donc, c'était plus un effet indirect. Donc, les tributaires agricoles, bien qu'ils érodent beaucoup les berges bien que l'agriculture érode beaucoup leurs berges et qu'elle amène plus de particules, il amène aussi beaucoup plus de nutriments. Donc, ça a un peu confirmé mon intuition comme quoi que parfois, même si on a un patron plat, ça peut peut-être vouloir dire qu'il y a une influence des activités humaines comme si ça se reflétait par l'agriculture. Donc, ça met fin à ma présentation et finalement, c'est quoi le fabuleux destin des métaux de terre dans le fleuve Saint-Laurent? C'est sûr que j'ai pas toutes les réponses. J'apporte quelques pièces du fameux casse-tête du destin des terres rares. Et pour résumer ce que je vous ai présenté, donc oui, les concentrations dans le fleuve sont assez faibles, donc ils ne semblent pas causer de menaces écotoxicologiques, ils ne semblent pas être toxiques pour les organismes, mais ils variaient en fonction des masses d'eau, puis des années d'échantillonnage, que c'était beaucoup influencé par les conditions printanières, la pluie et les inondations. Puis aussi, ben, ces concentrations-là de terres rares dans le fleuve, ils semblent être peu accessibles étant donné qu'ils pourraient être liés à un gros complexe de matière organique ou de particules inertes. Puis, avec tous ces métaux-là, mais il nous reste encore ici du travail pour déterminer sous quelle forme on les retrouve. Et finalement, oui, il y a une influence des activités humaines pour les patrons de terres rares dans le fleuve. On l'a vu avec le gadolinium, puis on l'a vu avec l'agriculture. Puis, ça rapporte aussi le fait que c'est toujours important de regarder ces données dans un ensemble, puis pas juste toujours regarder un résultat, comme si je m'étais dit, OK, ben tendance naturelle, il n'y a pas de problème, j'aurais peut-être pas investigué un peu plus loin. Et pour finir, où je m'en vais par la suite, donc dans mes prochains chapitres, comme je vous ai dit, on va regarder une fois dans le fleuve, les terres rares, ils s'en vont où? Est-ce qu'ils s'accumulent en grande quantité dans les sédiments parce qu'ils ont une forte affinité? Donc, s'il y a un ralentissement courant ou des îles, ils pourraient
sédimenter tout à la même place en grande quantité puis là être toxique. Ou on va regarder aussi qu'est-ce qui se passe au niveau des invertébrés, donc ceux qui vivent près de ces sédiments-là, et également des poissons. Une petite touche personnelle pour revenir au fabuleux dessin d'Amélie Poulain. C'est ce qui s'avérait être au départ une quête pour découvrir le fabuleux destin des métaux de terre rare dans le fleuve. Ça a aussi été une quête pour découvrir mon fabuleux destin à moi. Donc, je suis partie de Louisville, une petite région proche du lac Saint-Pierre. J'ai un peu grandi avec ce système-là. Puis, il a fallu que je me rende à Montréal puis que je fasse un projet de recherche pour comprendre vraiment l'immensité du fleuve Saint-Laurent et toute l'importance de ces services écosystémiques-là. Tellement que maintenant, j'ai vraiment une passion pour sensibiliser la population, par exemple, ou le grand public à l'importance de protéger nos cours d'eau. Donc, c'est juste un petit parallèle puis une petite touche personnelle. Là, la photo en haut, c'est moi qui est déjà une très grande limnologiste puis qui filtre mes échantillons d'eau du lac Saint-Pierre. Donc, merci à vous, merci d'avoir participé à mon webinaire, et merci à toutes les personnes qui ont fait partie de ce projet de recherche-là, puis qui vont en faire partie, donc à mes directeurs, mais aussi à toute la famille du Lamsilis, et puis tout mon laboratoire, et mes amis et ma famille. Là, je vais être prête pour les questions, mais merci pour votre écoute. Wow! Merci beaucoup. C'était magnifique comme présentation, absolument. Là, c'était une des belles présentations qu'on a eues. Puis d'ailleurs, si vous connaissez des gens qui aimeraient la revoir, sachez qu'elle sera éventuellement disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez donc la revoir dans son intégralité et n'hésitez surtout pas à contacter ou écrire à Marie-Christine pour avoir plus de détails sur sa présentation. Mais maintenant, j'ouvre la période des questions. Donc, je vous encourage à soit écrire dans le chat à moi ou à la conférencière. Je commence avec une question qui a déjà été posée sur le chat par, je pense, c'est Christian Gagnon. Il dit, pour documenter les associations avec la phase particulière, quels sont les prochains travaux que tu proposes pour ton étude de spéciation? Oui, ben comme j'en ai parlé un peu vaguement, on va aller regarder ce qui se passe au niveau de la modélisation thermodynamique, donc tout ce qui contient une association aussi avec le pH, la nature des ligands et leur abondance relative. C'est sûr que moi, de base, je suis une biologiste, donc j'ai beaucoup à apprendre sur la biogéochimie, mais c'est là-dedans qu'on se dirige. Là, on peut pas. Ça va nous aider à apporter des informations pour publier notre premier article. Ça répond à sa question. Oui, merci. D'ailleurs, on a une autre question, celle-là en chimie encore, de Alfonso Mucci, qui te félicite d'ailleurs pour une présentation claire et instructive. Il voudrait savoir quel est l'état d'oxydation du manganèse et du fer complexé aux ligands organiques dissous. Dans l'avant-dernière diapo, il semble être identifié en Mn3 et Fe3, deux espèces qui sont typiquement instables en solution. Les chimistes. J'aimerais ça pouvoir apporter vraiment des réponses qui sont claires à ce sujet-là. J'en ai aucune idée, puis c'est pour ça qu'on va aller voir au niveau des relations thermodynamiques. Je pense que normalement, les terres rares sont beaucoup associées aux hydroxyde de fer. Non, je peux pas répondre plus que ça, puis sinon, il faut vraiment que je travaille cette biogéochimie-là, mais je serais vraiment très heureuse d'avoir son input là-dessus par la suite. Je ne sais pas si Dominique, tu peux complémenter. Mais oui, si c'est quelqu'un qui veut compléter, gênez-vous pas. N'importe qui peut prendre la parole. On a d'ailleurs, je pense, d'abord, on a une question ici de Fan Quinn. Est-ce que tu voudrais activer ta caméra et poser la question? Oui. Salut, Fan. Salut, Marie-Christine. Bravo. J'ai bien aimé ta présentation. C'était super clair et j'aime bien quand tu parles, c'est vraiment une façon de comment on doit apprendre ta façon d'interpréter à la science. Et je pense que c'est juste après ton premier
ton première émission de l'Ampsénis que Marc a décidé d'ajouter le terre rare dans mon projet. Donc, ton travail est comme un premier travail dans la peau et il a animé beaucoup de directions pour la recherche sur le terre rare. Et j'ai plusieurs petites questions, mais j'ai juste deux questions, deux petites questions principales. Donc, la première question, c'est que normalement, si j'ai bien compris, quand tu présentes tes résultats de terres rares, tu présentes la concentration sommet de toutes les terres rares ensemble. Mm-hmm. Et on sait qu'il y a certaines espèces de terres rares qui ont des comportements chimiques complètement différents que les autres espèces, par exemple le cérium. Mm-hmm. Est-ce que, je voulais juste savoir si tu as détecté des concentrations, par exemple pour le cérium, importantes par rapport aux autres espèces, est-ce que tu vas, quand tu sommets, est-ce que tu as analysé les effets de terres rares ou bien la concentration de terres rares à part certaines espèces de terres rares, juste pour ne pas confondre l'effet de certaines espèces de terres rares avec des analyses? Oui, ben c'est sûr qu'au niveau du cérium, on sait qu'il réagit différent avec son état d'oxydation puis avec ses ligands. Je ne sais pas si j'ai dans mes supplémentaires. Au niveau du cérium, c'est sûr que il est très abondant, c'est une des terres rares les plus abondantes, mais par rapport à la croûte terrestre, nous, ce qu'on a remarqué, c'est par exemple dans la phase dissous, il y avait une diminution, donc une perte de terre rare dans le système du cérium. Donc, on avait des faibles anomalies qui étaient négatives. C'était pas très grand, là, ça variait autour de 0,70, donc ce qui se rapproche de 1, mais au niveau des concentrations en tant que telles, c'était similaire à ce qu'on pouvait retrouver dans d'autres systèmes. D'accord, parce que dans mon travail, quand j'analyse les terres rares, j'ai observé une diminution de concentration de cérium avec la présence des organismes. Ça se peut que le cérium a été utilisé pour remplacer le calcium pour, par exemple, les crustacés et ça fait une absorption de cérium sur la carapace des zooplanctons et ça fait une diminution de concentration. Peut-être dans le système comme le fleuve, je ne sais pas s'il y a plus de... Oui. Je pense pas que ça soit quelque chose qu'on remarque que ça a une grande importance pour l'eau de surface, là, peut-être au niveau de l'eau proche des sédiments ou dans les sédiments directement. Mais sinon, pour l'eau du fleuve, non, on voyait pas qu'il y avait une diminution qui pouvait être liée aux organismes, mais plus à son état d'oxydoréduction puis à son association avec certains ligands. D'accord. Et ça amène mon deuxième petite question, c'est que à quelle profondeur que vous avez échantillonné votre échantillon? C'est relativement dans le premier mètre de l'eau de surface. Parce que quand moi j'ai échantillonné à la surface, peut-être à 0,5 mètres, on a eu beaucoup d'influence à cause des navires en métal qui pourraient affecter beaucoup la concentration de métaux à la surface d'eau. Je ne sais pas si dans votre cas, est-ce que vous avez considéré l'influence comme par exemple votre navire qui est complètement fait par le métaux? Non, on n'a pas vu cette influence-là. Ben, à la première année, on a utilisé une autre bouteille que la Kéméraire. Donc, c'est une bouteille GoFlow qui était partagée entre plusieurs projets. Puis ça, c'était très dur de l'avoir, de pouvoir la nettoyer en chaque site. Fait que là, on a vu qu'il y avait il y avait une contamination plus importante que les autres années. Donc, c'est pour ça qu'on a changé à la bouteille de Kéméraire. Puis aussi, on faisait vraiment attention dans notre échantillonnage pour vraiment prendre l'eau de surface puis bien nettoyer notre bouteille à verre et avec l'eau du site. Mais je dois dire que vraiment notre bouteille, elle était importante pour enrayer cette contamination-là. Puis on a fait un suivi aussi par la suite avec l'ICPMS qui est Marielle. J'ai juste une doute si vous n'avez pas allé assez profond pour échantillonner parce que pour les navires, par exemple, l'Ampsénis, tout le navire a une façon pour protéger l'érosion du pas de bateau en utilisant soit le zinc, soit l'aluminium. Ça fait une émission importante de ces deux métaux dans l'eau qui pourrait affecter la concentration des autres métaux dans l'eau, quoi. C'était, oui.
Ça, c'est sûr qu'on l'a regardé. On a fait des blancs de terrain, des blancs de notre bouteille de Kéméraire, puis il n'y avait pas de concentration de. D'accord, ok. Bon, si vous avez fait les plans, je pense que ça va être assez raisonnable. Merci beaucoup. C'est Merci, gentil. Fan. Merci. Merci beaucoup, Fan. Je pense que j'avais vu brièvement la main de Marc Amiotte qui était levée. Je ne sais pas si c'est encore une intervention à faire, Marc. Oh. Non, mais je voulais juste un peu rajouter au fait qu'on se pose présentement des questions sur les phénomènes de précipitation aussi, là. Donc, on va investiguer ça si dans certaines conditions, puisqu'on a deux masses d'eau très distinctes et que les terres rares ont tendance à précipiter, si dans certaines situations, on atteindrait des conditions propices à ça. Puis, j'ai lu les commentaires de Almucci qui parle aussi de la stabilisation des complexes par les ligands organiques en présence de fer 3 et MN3. Puis merci beaucoup pour les nombreuses références que Al nous fournit à l'instant pour nous aider dans nos réflexions. Merci beaucoup, Marc. On a Vincent Guillemette qui voudrait poser une question. Je ne sais pas si tu peux activer ta caméra, Vincent. C'est Marie, super bonne présentation. Ma première question, c'est je me demandais pourquoi on appelait Louisville le pays du sarrasin. Non, mais sérieusement, on sait que la purification industrielle des métaux rares, ça crée souvent des déchets radioactifs. Je me demandais si c'est quelque chose qu'on observait aussi naturellement ou si ça avait considéré mesurer ça, puis si jamais il y avait présence de ça, puis il y avait corrélation avec les places où il y a des pics justement de concentration de métaux rares. C'est sûr qu'en ce moment, pour le fleuve, là, c'est pas quelque chose qu'on a regardé, puis c'est pas quelque chose qui est important non plus dans notre recherche, mais éventuellement avec quand il va y avoir les projets mini qui vont s'instaurer, ça va être quelque chose qui va être très pertinent de regarder. Puis si je me souviens bien, il y a une étudiante dans mon laboratoire également, Oli, qui a remarqué une relation positive entre les terres rares dans la rivière Georges puis les concentrations d'uranium. Donc ça pouvait peut-être nous donner un indice comme quoi qu'il y avait une bonne relation entre les deux ou qu'il y avait une influence de l'industrie minière. Mais pour ma part, moi, c'était pas quelque chose en ce moment que j'ai regardé. Mais oui, effectivement, il peut y avoir des déchets beaucoup radioactifs néfastes à l'environnement. OK, merci. C'était juste par curiosité. Excellent, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent soit poser des questions dans le chat ou activer leur caméra pour poser des questions directement? On a eu d'ailleurs beaucoup d'interactions dans le chat. On va essayer de t'envoyer ça à Marie-Christine, de nombreuses références. Et puis, on a aussi j'allais voir Caroline Anderson qui parle du fait que, comme complément d'information, que concernant l'hypothèse de l'érosion, le MELCC effectue des échantillonnages mensuels depuis plusieurs années. Et ils ont ces données-là, donc dont la matière organique en suspension. Si vous voulez en faire la demande, vous pourrez certainement vous contacter. Merci beaucoup. Oui, ça pourrait être bien utile. Excellent. On a Dang qui voudrait poser une question. Bonjour Marie-Christine, félicitations pour le beau travail. Merci. J'ai juste une question sur la diapo que tu présentes maintenant sur Zoom. En fait, l'anomalie du gadolinium est bien connue depuis une trentaine d'années. Et il y a d'autres terres rares qui peuvent être potentiellement associées à des nouvelles applications. Et à partir de quand on peut considérer que c'est une anomalie? Est-ce que dans l'image que tu vois ici, est-ce que le thulium, le TM, est considéré comme une anomalie ou pas? Est-ce qu'il y a des moyens pour qu'on puisse distinguer en fait une vraie anomalie qui est liée à une activité et en fait il y a d'autres processus ou potentiellement un artefact analytique qui, en fait, amène à une anomalie d'un élément. C'est ça. Oui. Ici, dans notre cas, c'est pour ça que j'ai mis les régions en grise. C'était souvent des éléments qui étaient sous les limites de détection de l'appareil. Donc, quand ça cause une anomalie ou cet effet-là en zigzag, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une anomalie d'un intrant en terre rare des activités humaines. Dans notre cas, c'était vraiment dû au fait que les concentrations sont sous les limites de détection. Donc, ça crée beaucoup de variations. Puis,
nous, quand on veut déterminer si c'est une anomalie ou pas, ben oui, d'abord, on se fie au graphique. Ah, OK, il y a un pic. Ensuite, on peut se fier à l'équation, mais c'est sûr qu'il faut indéniablement retourner vers les concentrations, regarder s'ils sont vraiment plus élevés, puis aussi regarder par rapport à la limite de détection. Donc, c'est un peu un mix de toutes ces méthodes-là qui nous aident à dire, OK, une anomalie ou OK, ça a l'air plus d'être un artefact. Super. Donc, tu deviens non seulement une experte en biogéochimie, mais également en chimie analytique. Ça s'en vient, ça s'en vient. Merci, oui. Tu es dans le bon labo pour ça. Merci beaucoup, Marie-Christine. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, si vous avez c'est le temps ou jamais de poser vos dernières questions. Marie-Christine? Bon. Oui, Dominique. Est-ce que tu crois que les organismes pélagiques ou benthiques seraient plus à risque de subir des effets relativement aux terres rares dans le futur? Ça, c'est une question pour bien me faire paraître. Mais non, pas vraiment. C'est sûr qu'on veut explorer c'est quoi les concentrations dans les organismes pour faire un comparatif avec plus tard. Mais les terres rares sont très peu... ils ont une faible propension à se bioaccumuler puis à bioamplifier, donc à augmenter leur concentration dans la chaîne alimentaire. Mais c'est sûr que si on compare les deux, on pourrait voir des différences entre les poissons qui vont s'alimenter directement dans les sédiments, surtout si c'est des sédiments qui ont une bonne accumulation en terre rare, versus les poissons qui vont s'alimenter dans la colonne d'eau. Ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. J'avais une question un peu qui était en plein dans cette ligne-là de toute façon, mais c'est une question très globale. Mais tu sais, donc tu dis le fabuleux destin de ces éléments-là. Est-ce que tu penses, toi, qu'un jour, un ou certains éléments pourraient devenir vraiment un problème sérieux de toxicologie dans le fleuve, d'écotoxicologie dans le fleuve? Bien, c'est sûr que de plus en plus, on commence à calculer des anomalies un peu partout ailleurs dans le monde. Puis je sais que dans le fleuve du Rhin, ils ont mesuré des anomalies vraiment importantes reliées à l'industrie des catalyseurs pour le raffinage du pétrole. Donc là, ils ont vu des concentrations qui étaient très, très, très importantes. Puis eux, juste pour vous donner une idée de l'anomalie qu'ils ont calculée, il me semble que c'était en lantane puis en praséodyme, c'était autour de 100 puis de 72. Donc c'est quand même très élevé. Puis je pense que ces éléments-là pourrait avoir des concentrations qui menacent la qualité de l'eau. Mais pour le fleuve Saint-Laurent, pour l'instant, ça semble pas être le cas. Puis on va aller justement investiguer qu'est-ce qui se passe au niveau de nos tributaires, la rivière Saint-Régis puis la rivière Boyer, puis pourquoi on a ces anomalies-là. Mais c'est encore une grosse enquête à déterminer. Merci beaucoup, Marie-Christine. On a déjà écoulé tout notre temps. Je pense que tout le monde a fortement apprécié ta présentation, moi le premier. Belle présentation, sujet intéressant. Tu es passionné aussi, donc ça rend le sujet encore plus passionnant. Merci de partager ta passion. Et puis, donc, on va ainsi terminer cette conférence, ce webinaire. Je vous remercie à tous de votre présentation. Il y a eu une 60aine de personnes. C'est quand même une excellente participation, parmi nos meilleurs. Donc, comme quoi tu attires les foules, félicitations. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est fut un grand plaisir. Donc, suivez-nous. On va avoir d'autres webinaires qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, on va les annoncer très bientôt. Merci à tous. Merci à Dominique. Merci à ISBAT d'avoir organisé la logistique de tout ça. Et puis, à bientôt.